Merci madame. Ben, vous avez déjà à peu près tout dit. Donc je vais essayer d'aller un tout petit peu plus loin dans le détail. Donc j'ai présidé plusieurs groupes qui avaient à voir avec la préparation aux risques pandémiques, notamment le groupe chargé de la préparation à une pandémie grippale, puis ensuite le groupe qui a évalué le rôle du règlement sanitaire international dans le cadre de la crise Ebola. Ensuite, celui qui était chargé de savoir s'il fallait conserver ou non les stocks de virus de variole. Et puis, effectivement, comme vous l'avez dit, plus récemment, le comité d'urgence mis en place dans le cadre du règlement sanitaire international et qui a été mis en place en janvier 2020. Bon, je ne reviendrai pas sur le règlement sanitaire international puisque vous en avez parlé et je viendrai donc directement à la question du rôle du comité d'urgence, bon, qui n'est pas un comité, je dirais, permanent, c'est un comité dont la fonction est très précise. Il s'agit de dire au directeur général si oui ou non la situation est celle d'une urgence de santé publique de portée internationale, et ensuite de formuler des recommandations, de donner des conseils qui peuvent être transformés en recommandations temporaires adoptées par le directeur général de l'OMS. En fait, les avis que donne ce comité sont des avis destinés à la fois à l'OMS lui-même en tant qu'institution et aux États membres. Et donc, ce comité, il est composé de scientifiques qui sont d'horizons assez variés, quand même beaucoup sciences de la vie, hein, biologie, virologie, maladies infectieuses, santé publique, un peu faible sur les sciences qui seraient celles des transports internationaux, du commerce. C'est peut-être une de ces faiblesses. Alors, en gros, pour revenir sur le sujet des tensions, qui sont d'ailleurs plus des tensions politiques que des tensions éthiques, car je crois qu'aucun des participants, États membres, institutions, ne conteste le fait qu'il faut prêter attention aux pays les plus vulnérables, faire preuve de solidarité. Enfin, ces principes sont toujours mis en avant, mais malheureusement, elles s'effacent assez volontiers derrière les tensions politiques. Et l'OMS est à la fois une institution technique, scientifique, mais c'est en même temps une institution politique puisque son assemblée générale est composée de 180, un peu plus de 190 États membres qui ne s'entendent pas ou qui s'entendent parfois pas très bien. Et donc, évidemment, elle est prise dans un jeu de tension qui s'est manifesté à l'occasion de cette pandémie. Alors, quelles ont été si on devait essayer de décrire les tensions qui ont été observées, je dirais que la première tension vient du fait que se voir être le site d'une urgence de santé publique de portée internationale, c'est évidemment une situation très difficile. Et le fait que le site concerné soit un grand pays, en l'occurrence la Chine, a rendu la situation encore plus difficile. D'une certaine façon, c'était plus simple lorsqu'il s'agissait de pays pauvres tels que le Libéria, la Sierra Leone ou la Guinée. S'agissant d'une déclaration d'urgence de santé publique internationale, évidemment, ça a des conséquences économiques importantes en termes d'image pour un pays, ça a des conséquences pour les voyages internationaux, et aucun pays n'est évidemment désireux de se voir désigné comme le site d'une urgence de santé publique de portée internationale. En même temps, il y a une responsabilité importante à signaler ce qui se passe sur son territoire, car effectivement, si on ne signale pas, si un pays ne signale pas, il peut évidemment ensuite être accusé d'avoir masqué des événements qui vont faire courir un risque pour la population mondiale. C'est ce qui s'était passé en 2003 lors de la crise du SRAS, où la Chine avait été accusée d'avoir été très tardive dans le signalement à l'OMS, signalement d'ailleurs qui s'était fait indirectement via les contaminations observées dans la ville de Hong Kong, qui à ce moment-là était
quand même assez largement indépendante de la Chine. Donc, cette première difficulté, la première tension, elle est autour de la question du signalement des cas qui peuvent être qualifiés ensuite, disons, d'urgence de santé publique de portée internationale. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'en janvier 2020, on ne peut pas dire que la Chine est traînée, puisque les signalements ont été faits à la fin de décembre. Le virus a été identifié au tout début janvier, le génome du virus a été séquencé par les Chinois, rendu public sur les bases de données GISAID et GenBank. Donc il y a eu un travail, je dirais, de signalement et de transparence. On peut toujours ergoter sur quelques jours, mais disons que dans l'ensemble, malgré tout, les choses se sont faites assez rapidement. L'OMS lui-même a été assez rapide, puisque le 18 janvier, alors qu'on venait d'identifier en Chine une transmission interhumaine du virus, eh bien, l'OMS, le directeur général, a convoqué donc le comité d'urgence. J'ai reçu un appel le 18 janvier de son secrétariat me demandant si je pouvais participer et présider ce comité. Et le comité s'est réuni le 22 janvier, de façon bien sûr très distancielle, parce que même si la réunion se tenait à Genève, pour un comité d'urgence, les réunions se font en visioconférence, audioconférence, dans la mesure où les experts sont à tous les coins de la planète, Nouvelle-Zélande, Amérique du Sud, etc. Alors, ce qui a été particulier dans ce comité le 22-23 janvier, et on peut parler de tension, mais je dirais que c'était plutôt lié au caractère naissant du phénomène. Il y avait à ce moment-là quelques dizaines de cas en Chine et un ou deux cas dans dans trois ou quatre pays sans décès. Et donc, le comité a été complètement partagé. C'est-à-dire que c'était un comité qui comportait une quinzaine de personnes et il y en avait finalement la moitié qui considérait que c'était trop tôt et d'autres qui considéraient qu'au contraire, non, ça n'était pas trop tôt et qu'il fallait suggérer au directeur général de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale. Et finalement, cette tension qui était plutôt liée à l'absence de repères antérieurs qui permettaient d'évaluer la dynamique de l'épidémie, on a donc été conduit à dire au directeur général que c'était un peu trop tôt, car les termes de référence de ce comité imposent de rechercher un consensus. Ce n'est pas un vote qui se met en place dans le cadre de ce comité. Et donc, le consensus trouvé a été de dire que c'était un tout petit peu trop tôt, mais le conseil a été donné au directeur général de faire en sorte que la réunion le groupe soit reconvoqué éventuellement dans les jours suivants si la situation évoluait. Alors, effectivement, elle a d'ailleurs évolué puisque le nombre de cas a augmenté en Chine, le nombre de cas a augmenté aussi à l'étranger. Et lorsque la deuxième réunion a été convoquée le 30 janvier, il y a eu là une quasi-unanimité pour dire que c'était bien une urgence de santé publique de portée internationale. Voilà pour la première tension. La deuxième tension que je voudrais évoquer, c'est une tension évidemment très politique, puisque en gros, alors que le gouvernement des États-Unis avait au départ salué la fermeté des mesures prises par les autorités chinoises, notamment à travers cette innovation du confinement, qui était un peu le retour aux sources de la lutte contre les pandémies du Moyen Âge, eh bien, le gouvernement américain a peu après changé complètement de discours à la suite des événements apparus aux États-Unis, en particulier de la diffusion très rapide du virus et de sa sévérité aux États-Unis et du caractère, je dirais, des dénégations du président des États-Unis à cette époque-là. Donc, le discours du gouvernement américain a complètement changé dans le sens d'une accusation de la Chine d'avoir trop tardé, d'avoir masqué, peut-être même par moment d'avoir provoqué l'émergence du virus. En gros, il y avait quasiment une accusation que c'était un acte intentionnel destiné à faire du mal aux États-Unis. Et évidemment, en partant sur cette voie, on est rentré dans une dialectique qui n'était plus du tout une dialectique de type éthique, mais qui était une dialectique de conflictualité internationale
voilà, les États-Unis ont annoncé leur retrait de l'organisation de l'Organisation mondiale de la santé. Et donc, finalement, on est rentré dans un conflit qui est en train seulement maintenant de s'atténuer, où petit à petit, les États-Unis ont renoncé à financer l'OMS et on a donc vécu pendant plusieurs mois dans une ambiance de conflit entre les États-Unis et la Chine, l'OMS étant un peu entre les deux, tiraillé, et les autres États membres également tiraillés. Voilà, là, ça c'est pour ce qui est de la deuxième tension que je voudrais évoquer. La troisième tension, et je terminerai là-dessus, c'est la question de la vaccination. Il me semble que, et là je pense que c'est à mettre au crédit de l'OMS et d'ailleurs d'un certain nombre d'autres États, notamment de l'Union européenne, très vite a émergé l'idée qu'il fallait absolument que le vaccin, lorsqu'il serait disponible, soit considéré comme un bien public et que donc on fasse très attention à mettre en place un dispositif, l'initiative COVAX, qui consistait en fait pour les pays riches à financer cette initiative pour permettre à l'OMS d'acheter des vaccins lorsqu'ils seraient qualifiés et de pouvoir les distribuer ou les vendre à des prix très modestes à des pays qui n'auraient pas de ressources. Et c'est vrai que toute la question de l'année 2020 a été du niveau de financement de l'initiative COVAX, bien sûr du développement des vaccins, mais on a compris assez vite qu'on allait quand même pouvoir parvenir à quelque chose dans la mesure où il y avait beaucoup de projets qui étaient lancés. Et donc finalement, toute la dialectique toute la discussion de l'année 2020, ça a été est-ce qu'il y aura suffisamment d'argent pour l'initiative COVAX et est-ce que des vaccins pourront être distribués aussi aux pays les plus démunis. Bon, le fait que le 23, il y a quelques jours, 23 ou 24 février, une première livraison de vaccins dans le cadre de l'initiative COVAX, en quantité limitée, je précise, hein, mais ait pu être faite en direction du Ghana, puis de la Côte d'Ivoire et je crois aujourd'hui ou hier du Nigeria, montre que malgré tout, cette initiative de coopération sanitaire internationale a été une réussite. Alors, il faut avoir aussi à l'esprit une particularité de cette pandémie, malgré tout très inattendue, c'est que alors qu'on s'attendait à ce que les pays les plus démunis soient aussi les plus frappés, jusqu'à présent, parce que la situation peut évoluer, et en dehors de l'Afrique du Sud surtout, jusqu'à présent, par exemple, le continent africain, même un peu d'une certaine façon certains pays du Moyen-Orient, pas du tout l'Amérique du Sud, mais le Sud-Est asiatique également, des pays parfois très pauvres, eh bien, ont été relativement épargnés par une épidémie qui a beaucoup touché les pays, notamment développés en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, donc il y a eu un peu de contre-pied également lié à cette pandémie qui a fait que tout le discours, disons, d'appui aux pays les plus vulnérables, qui est le discours qu'on avait essayé de soutenir au décours de l'épidémie Ebola, s'est trouvé un tout petit peu pris à contre-pied, même si avec la question des vaccins, il est en train, bien sûr, de reprendre de la force. Voilà, ben écoutez, je crois que j'ai parlé à peu près 15 minutes. Et donc, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition et je vous remercie de votre attention. Alors, merci pour cette intervention. Nous pouvons peut-être en effet prendre quelques questions. Alors, au regard de ce que vous avez décrit du rôle du comité et de la manière dont il travaille, moi j'avais une première question euh, qui est relative aux méthodes de travail du comité, qui se prononce par consensus. Euh, J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Vous pensez que la manière d'adopter des décisions, enfin de se prononcer par consensus, est adaptée au regard d'une crise sanitaire comme celle que nous avons que nous traversons. Et puis, en entendant les missions qui sont celles du comité d'urgence Covid-19 de l'OMS, je me faisais la réflexion que finalement le rôle qui consiste à rendre des avis adressés au directeur
ressemblait beaucoup à celui assumé par le Conseil scientifique Covid-19 français à l'heure du gouvernement. Et je me demandais s'il existait des liens avec les conseils scientifiques nationaux, par exemple, est-ce qu'il existe des liens ou informels entre le comité d'urgence de l'OMS et le conseil scientifique Covid-19, et s'ils existent, de quelle nature sont-ils? Merci. Alors, sur le premier point qui est celui de la méthode, bon, le comité d'urgence du règlement sanitaire international qui est prévu par le texte, comme le comité d'ailleurs de revue, un comité d'évaluation, ce sont les deux comités qui sont prévus dans le règlement. Ce comité, il est le résultat, et son fonctionnement est le résultat d'une longue négociation et âpre négociation entre les États membres qui, en gros, veulent lâcher le moins de souveraineté possible, veulent donner le moins de marge de manœuvre possible à l'OMS et en particulier à son directeur général, et donc s'efforcent de créer des conditions qui fassent que finalement, eh bien, le directeur général ne puisse pas prendre des décisions qui pourraient être jugées un peu arbitraires ou défavorables pour tel ou tel État membre. Donc c'est la raison pour laquelle le comité d'urgence, il est informé à la fois par le secrétariat de l'OMS qui apporte les informations notamment épidémiologiques en début de réunion. Il y a ensuite obligatoirement une information par les représentants des pays qui sont concernés. En l'occurrence, on a eu une longue présentation de la Chine, du Chinese CDC, et puis des pays qui étaient très peu touchés, mais quand même Thaïlande, Japon et Corée. Et puis, il y a ensuite une discussion qui se fait entre les différents membres du comité qui ont en fait à répondre à deux questions. Est-ce que c'est une urgence et quelles seront les recommandations qu'on pourrait faire pour le directeur général. Et la notion de consensus, moi, elle me semble finalement quand même relativement préférable parce que je pense qu'il serait extrêmement difficile pour le directeur général de l'OMS de prendre une décision aussi importante si il se retrouvait avec un vote du type 6-5 en faveur d'une urgence de santé publique de portée internationale. Je pense que ça serait probablement pas viable pour lui. Et donc, il me semble que ce consensus me semble plutôt une bonne. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai dit lorsque j'ai été interrogé par deux comités qui depuis ont été mis en place, le comité de revue qui a été mis en place par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2020 et qui essaye de déjà tirer les leçons un peu de cette pandémie, et puis un autre comité qui a lui aussi été mis en place, qui s'appelle Independent Panel, qui est en fait un résultat, à mon avis, du conflit avec les États-Unis, qui ont voulu que soit mis en place un comité encore plus indépendant, très distinct de l'OMS, et qui est présidé par deux anciens premiers ministres de Nouvelle-Zélande et du Libéria, et qui lui aussi essaye de tirer les leçons. Bon, dans les auditions, j'ai expliqué comment fonctionnait le comité d'urgence. Il me semble que la difficulté principale que rencontre le comité d'urgence, c'est plutôt des questions de délai. C'est-à-dire que entre le moment où l'information est reçue, où il réfléchit, où il discute et où il donne un avis, le délai est très court parce qu'il y a une telle attente de la part des États membres et des médias que quasiment le soir même, il faut aller en conférence de presse pour expliquer quelle est la décision que prend le directeur général. Et là, c'est vrai que ça crée une tension très forte qui est liée au délai qui est imposé. Moi, j'ai suggéré, par exemple, qu'on dise que systématiquement, la réunion devrait être une réunion de 2 jours et que la première journée soit consacrée disons, de l'information du comité et de la discussion, et que la deuxième journée serait consacrée à la rédaction de l'avis et voilà, et ce qui donnerait peut-être un peu plus de temps de réflexion pour le comité. Je crois que j'ai posé une deuxième question qui était concernant les liens. Aucun lien, c'est-à-dire que le comité d'urgence, il est composé de gens qui ne sont pas des représentants du pays, dont ils sont originaires, et qui, a priori, doivent au contraire se tenir totalement à l'écart de toute influence. Vous vous souvenez peut-être qu'une des conséquences de l'épidémie H1N1 et en gros, une accusation de l'OMS avait été que on voulait garder tellement à l'écart de l'influence les membres du comité d'urgence que l'OMS n'avait pas dit qui ils étaient. Là, il y a eu une évolution, on sait qui est fait partie du comité d'urgence,
Mais évidemment, un des dangers serait que ces gens-là soient sous influence. D'ailleurs, il y a eu des accusations. Je me souviens d'avoir été interrogé par les médias où on m'avait dit est-ce que vous n'êtes pas sous l'influence des Chinois pour telle ou telle raison et est-ce que les autres membres du comité ne sont pas sous l'influence des Chinois. J'avais répondu que je n'avais pas reçu d'appel de M. Xi Jinping, mais bon, malgré tout, le risque est bien qu'effectivement des gens dont les noms sont connus puissent être influés d'une façon ou d'une autre. Alors, merci beaucoup de cette indication, mais en réalité, lorsque je posais la question, j'envisageais plutôt une influence dans l'autre sens, c'est-à-dire une mobilisation du comité d'urgence de l'OMS pour influencer les comités nationaux. Parce que quand on regarde le texte français qui a instauré l'état d'urgence sanitaire, qui est donc un état d'urgence différent de celui qu'on avait pu connaître par exemple suite à des événements terroristes, eh bien, il est fait expressément mention du règlement sanitaire international et le rôle du comité national dans ce cadre-là est mentionné. Donc, on aurait pu imaginer qu'il y ait une prise en compte d'avis, de recommandations venant du cadre de l'OMS. Mais ça n'est manifestement pas le cas et donc, je vous remercie de cette précision. Alors, non, mais aussi... je peux ajouter un point, parce que malgré tout, oui. c'est important ce que vous dites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien, mais effectivement, la question de l'influence de l'avis, en gros, l'avis de l'OMS, c'était est-ce que si au moment où il déclare c'est une urgence de santé publique de portée internationale, ça devrait être perçu comme un signal d'alerte extrêmement important. Et en fait, on a constaté, par exemple en France, que fin janvier, ça n'avait pas déclenché, disons, une réaction extrêmement vive. En tout cas, en France. Dans d'autres pays, probablement beaucoup plus. Moi, je pense qu'il y a une grande méconnaissance de la part des autorités sanitaires des États membres de ce que c'est que le règlement sanitaire international, de ce qu'il représente, de ce qu'il devrait représenter. Et bon, peut-être qu'une des leçons de cette pandémie sera une meilleure sensibilisation de l'importance de se préparer à ce genre d'événement et de réagir lorsque l'urgence est annoncée. Alors, je suis très intéressée par ce que vous venez de dire parce que c'est un petit peu l'impression que nous avons eue. Finalement, les réactions qui ont été trouvées dans le cadre national pour apporter des solutions n'ont que très rarement été mises en lien avec le règlement sanitaire international. Or, le règlement sanitaire international a pour objet de prendre des dispositions en amont, pendant et après une crise sanitaire telle que celle que nous traversons. Donc c'est comme si l'État ignorait cet engagement finalement. Le problème, c'est la question de la souveraineté. C'est-à-dire que malgré tout, la gestion dans le périmètre de souveraineté d'un État, elle est sous la responsabilité de l'État. Et après tout, s'il veut se fiche de l'avis de l'OMS ou, disons, en tenir peu compte, voire même prendre des décisions qui sont contraires, parce que ça s'est passé, on a vu ça dans le passé, dans le cas d'Ebola, lorsque des pays fermaient les frontières et mettaient encore plus en difficulté la Guinée, la Libéria, la Sierra Leone. Donc on voit très bien qu'aujourd'hui, malgré tout, la souveraineté des États fait qu'ils peuvent finalement prendre des décisions qui suivent pas forcément ou pas très vite ou mal les avis de la recommandation de l'OMS, qui d'ailleurs n'est pas non plus forcément indemne de critiques, parce que malgré tout, lui aussi il peut y avoir des erreurs. Moi, je pense que par exemple, une des leçons de cette pandémie, c'est qu'on a trop vécu, et je prends la responsabilité, trop vécu avec l'idée que dans la mesure où il faut des mesures proportionnées pour les voyages et le commerce, eh bien, on a toujours tendance à être assez souple, assez mou sur les interdictions de vol. Or, effectivement, une des leçons de cette pandémie, c'est que compte tenu du fait qu'il y a une contamination avant même l'apparition des symptômes, les méthodes de screening entrée-sortie ne sont probablement pas suffisantes et rétrospectivement, on aurait peut-être dû être beaucoup plus strict de l'interdiction des vols en février, mars 2020 que l'OMS ne l'a été. Et je prends le comité a une part de responsabilité évidemment là-dedans. D'accord, merci beaucoup. Alors nous avons une question sur le chat de Geneviève Marignac
qui demande quid de l'atteinte et aide d'autres pays plus défavorisés comme la Papouasie, l'Amérique centrale et du Sud, avec donc un remerciement pour la présentation. Donc, donc quid de l'atteinte et de l'aide d'autres pays plus défavorisés comme la Papouasie, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. Disons que bon, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a l'aide à la prise en charge des patients. Et là, on voit bien que beaucoup de pays ont été totalement débordés, avec des nombres de décès très importants. Mais alors, de façon inattendue, dans des pays qui n'étaient pas forcément aux États-Unis, par exemple, en Grande-Bretagne, en France évidemment, mais disons dans des pays qui, a priori, ne relevaient pas d'une aide internationale en matière de réanimation. Bon, c'est vrai en Amérique du Sud, de façon très importante, avec d'ailleurs des différences dans la perception des autorités sanitaires, politiques, entre le Brésil et l'Argentine, par exemple. Voilà. Mais le deuxième aspect qui peut être évoqué, c'est celui du vaccin. Bon, il me semble que l'initiative COVAX est en train seulement de se mettre en route. Bon, je ne vois pas pourquoi, et je serais très surpris qu'il n'y ait pas, disons, un envoi de vaccins également à des pays genre Papouasie-Nouvelle-Guinée, Amérique centrale. Je pense que ces pays-là, comme les pays africains, vont accéder car les vaccins sont répartis sur une base de population. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait de limitation à l'envoi de vaccins par COVAX vers ces pays. Ils vont en recevoir. Alors peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais ils peuvent en recevoir s'ils le demandent aussi, parce qu'il y a aussi des gouvernements qui ont refusé de solliciter l'aide de COVAX pour des raisons politiques. D'accord. Alors, une autre question est posée par Jean-Claude Guillermet, qui s'interroge sur les premières livraisons qui ont eu lieu dans le cadre de COVAX, donc toujours pour les pays qui étaient évoqués tout à l'heure, donc le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et donc Jean-Claude Guillermet demande si les vaccins qui ont été livrés sont des vaccins chinois. Je pense pas, à moins qu'il y ait eu tout récemment des informations nouvelles, mais les vaccins qui sont livrés sont obligatoirement des vaccins qui ont été préqualifiés par l'OMS. C'est-à-dire c'est des vaccins qui ont, alors évidemment, reçu des autorisations aux États-Unis, en Europe, etc., et qui ont passé le processus de qualification, qui est un processus de qualification moins dur que celui de l'EMA ou que celui de la FDA, mais qui malgré tout est un processus de qualification. Alors, je ne sais pas. Ensuite, toute la question est, est-ce que les pays ou les industriels qui produisent ces vaccins ont envoyé les dossiers à l'OMS pour la préqualification? Moi, je me souviens d'avoir entendu le directeur général de l'OMS critiquer un certain nombre d'industriels, notamment AstraZeneca, qui n'avaient pas envoyé le dossier, parce que pour un industriel, si vous voulez, il vaut peut-être mieux aller négocier un contrat moyennant finance avec un pays, y compris pas très riche, plutôt que d'aller alimenter avec des millions de doses de l'initiative COVAX. Si elle peut gagner 1 ou 2 mois, cette entreprise, en retardant l'alimentation de COVAX et en essayant de passer quelques contrats de livraison, c'est économiquement pour elle, c'est préférable. Donc, il y a tout un jeu autour de cette question de la demande de qualification, de la livraison, qui doit être suivie, je dirais, à la fois produit par produit, producteur par producteur. Bon, il faut vraiment pouvoir mettre son nez dans l'intimité du dispositif pour pouvoir, il faudrait interroger COVAX sur cette question-là. D'accord. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions adressées à Didier Houssin que nous remercions beaucoup pour cette présentation qui est très éclairante. Donc, s'il n'y en a pas, je propose que nous prolongions. La transition est toute trouvée puisqu'on parlait de l'Afrique à l'instant. Donc, je vous propose d'entendre maintenant Sidi Alpha Ndiaye qui va nous parler de l'Afrique et plus spécialement de la manière dont finalement la crise sanitaire a été prise à bras le corps en Afrique par une institution régionale, à savoir l'Union africaine. Alors il a été dit, ça a été souligné déjà
que la crise n'avait pas spécialement touché le continent, mais il est certainement possible de faire une analyse de la situation de cette région qui est plus nuancée quand on la regarde de près. Je pense que c'est ce que va faire Sidi Alpha Ndiaye. Donc je propose que nous l'écoutions.